Et voilà, chers auditeurs, nous sommes toujours en direct sur les ondes de Galère. Vous pouvez évidemment apporter votre témoignage 04 91 08 28 10 avec Agathe et Benoît. Bonjour Agathe. Bonjour Max, bonjour Benoît. Bonjour à tous. Et les auditeurs, bonjour. Voilà, on attend des appels et je crois que tu as proposé ce soir de dédier cette émission à l'histoire de l'association SOS Enfants du Divorce. Surtout la médiation familiale. Alain. Ah, il ne nous entend pas. Voilà. Bienvenue. Vous pourriez augmenter un petit peu le son, parce qu'au niveau du téléphone, j'entends presque rien du tout. Voilà, ça devrait aller mieux là. Ah non. Toujours pas. Bon, entendu, je vais m'occuper de ça. J'entends vraiment pas grand-chose, et même en même temps l'oreille à l'écouteur. Voilà, je vais essayer de faire mieux que ça. Vous pouviez pousser encore? Ok. Je n'y arrive pas, hein. C'est vraiment trop faible. Il y a un signal très faible. En tout cas, allez-y, parlez. Allez-y. C'est-à-dire Je suis à l'antenne? Oui, on est en direct. Ah d'accord, bon, donc je me présente. Oui, s'il vous plaît. C'est ça. Je m'occupe de l'association Parents-Enfants Médiation à Montpellier. C'est une association qui a pris naissance dans le début des années 80 sous le nom SOS Enfants du Divorce. Et dans la mouvance de SOS Enfants du Divorce, nous avons mis en place Parents-Enfants Médiation en 1989. C'est-à-dire que notre association a cette année 21 ans. Nous avons démarré la médiation familiale, donc au tout début des années 90, on va dire, 89-90, c'était l'année de démarrage. Et cette pratique médiation familiale s'est avérée répondre à des demandes de parents et des familles et des enfants, et elle a trouvé sa place dans les textes de loi à partir de l'année 2002. C'est-à-dire que pendant de très nombreuses années, la médiation familiale était censée répondre uniquement à la demande des familles et des parents qui avaient des besoins de communication et de dialogue améliorés. Et puis, lorsque le législateur a consacré une place à la médiation familiale, on a entendu dire aussi que la médiation familiale pouvait être au service de la magistrature qui décide dans les séparations et les divorces. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, voilà. Normalement, on a réglé le son. Vous devriez m'entendre un peu mieux. Je ne vous entends pas du tout. Ah, voilà, vous ne m'entendez pas. Ah non. Voilà, mais si je monte le son, c'est les auditeurs qui ont le volume un peu fort. Donc, on est en train de régler. Est-ce que vous m'entendez un petit peu, là? Oh là, c'est très difficile, vraiment, j'ai l'oreille très difficile dans ces conditions. La question que je voudrais vous poser, oui. Puisque vous semblez indiquer que la façon dont l'institution judiciaire vous utilise vous gêne un peu, est-ce que vous pourriez justement situer vos relations avec les institutions de l'État? Oui, enfin, l'État, c'est un grand mot. Disons que les institutions. L'institution principale qui, normalement, est désignée pour gérer les conflits dans les séparations et les divorces, c'est l'institution judiciaire, tout le monde le sait. Et donc nos relations avec l'institution judiciaire sont des relations de compréhension, sont des relations, pour ce qui nous concerne, de complémentarité. Mais il est vrai que la médiation familiale n'était pas pensée au départ pour être reprise par la magistrature en termes de décision de médiation. Ce que notre proposition associative a fait, c'est d'améliorer la médiation familiale pour la rendre accessible, si vous voulez, à la compréhension des magistrats, de manière à ce que les accords, les ententes, les protocoles établis par les parents et les familles puissent être validés par les juges. C'était les premières années de discussion, on va dire de 90 à peu près, de 90 à 95. Nos premiers travaux étaient de faire en sorte que les accords établis par les parents et les familles dans l'intérêt de leurs enfants soient compris et repris par les magistrats dans leurs décisions, c'est-à-dire soient homologués. Et c'est ça qui a bien été compris, c'est-à-dire que lorsqu'il s'établit un accord en médiation familiale, le magistrat qui reçoit les parents parlant de leur accord peut homologuer cet accord. Enfin, en général même, il homologue l'accord parental. Ça, c'est un grand pas. Maintenant, il a été dit que la médiation ne pouvait être consultée que si le magistrat l'autorisait.
Et là, c'est une petite erreur. C'est une petite erreur juridique parce que la médiation familiale est un recours qui est au service des parents et des familles. Elle peut être donc rejointe spontanément, volontairement, et ça n'a pas nécessairement besoin de passer par le contrôle du magistrat. Est-ce que ma réponse est à peu près claire? Oui, je vois qu'au fait, si le juge ne partage pas une sensibilité pour une approche qui s'inscrit dans une démarche de médiation, eh bien, comment dire, il n'y a pas de médiation, quoi. Et d'une certaine manière, une certaine brutalité dans l'approche et dans les décisions renaît. Oui, il y a ça. Mais il y a aussi un petit problème d'identification des professionnels, des organismes ou des structures susceptibles de faire ou de pratiquer la médiation. Et le magistrat, s'il est mal informé sur les structures ou les professionnels existants, peut très bien orienter les parents vers une médiation qui n'en est pas une. Et on l'a vu très souvent dans la naissance, notamment des points-rencontres, qui disaient faire de la médiation, mais qui n'opéraient pas comme la déontologie de la médiation familiale l'impose maintenant. Parce que la médiation familiale a une déontologie et une éthique. C'est une déontologie et une éthique qui réserve au médiateur le secret professionnel le plus absolu et la confidentialité la plus extrême dans les entretiens avec les parents. Or, quand un magistrat désigne une structure, il attend de cette structure assez souvent un rapport. Seulement, les choses se sont quand même à peu près mises en place. Dans la médiation familiale, il est entendu qu'on ne fait pas de rapport sur les entretiens établis avec les parents et les familles, puisque la médiation est bien une discipline qui est au service des parents, au service des familles et dans l'intérêt de l'enfant. Elle n'est pas une discipline au service du magistrat. Alors, vous savez, la démarche d'Agathe, c'est une démarche qui a mis le doigt et insiste et souligne des insuffisances qui peuvent paraître, pour nous qui découvrons le sujet, relativement importantes dans la façon dont les travailleurs sociaux et l'institution judiciaire œuvrent, avec des conséquences assez graves sur le devenir des enfants. Si vous nous appelez ce soir, est-ce que c'est parce que vous aussi, vous souhaitiez apporter un témoignage critique, voire même de dénoncer certaines pratiques ? Mais c'est ce que nous avons fait au début des années 80, sous l'appellation SOS Enfants du divorce. On a commencé cette critique, on va dire, institutionnelle. Au début, c'était de notre part, au niveau associatif, très polémique. Il y a eu des secousses importantes entre, je vais dire, les années 82-83 jusqu'à 1987, parce que nous nous sommes beaucoup battus pour l'obtention de la loi du 22 juillet 1987 qui a consacré l'exercice en commun de l'autorité parentale. Il faut savoir que dans les débuts des années 80, l'autorité parentale, en après-rupture ou en après-divorce, n'était réservée qu'à un seul des deux parents. Tout notre sujet associatif repose sur la nécessité de maintenir des liens pour l'enfant avec ses deux parents. Et là, si vous voulez, c'est encore une critique que l'on peut formuler sur la façon dont les institutions gèrent ou le conflit ou l'appartenance de l'enfant à l'un ou l'autre des parents, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore établi que l'enfant puisse avoir facilement des liens équilibrés avec les deux parents. Il y a une tendance à la systématisation, il y a un renforcement dans beaucoup de cas de la capture de l'enfant par l'un des deux parents ou l'une des deux familles. Et si vous voulez, sous l'angle de la médiation familiale, c'est justement ce que nous tentons d'aménager pour l'enfant avec les parents. C'est-à-dire qu'en fait, la médiation familiale, c'est une pratique très difficile qui aide les parents à s'affirmer dans des responsabilités, et nous faisons en sorte que ces responsabilités tentent de maintenir des liens de l'enfant avec les deux parents et les deux familles. Alors, quand je lis le texte que vous avez envoyé, on peut presque penser que, à votre sens, si on pouvait faire l'économie de l'institution judiciaire, on ferait vraiment un progrès. Vous pensez réellement que c'est possible ? Pardon. Quand vous dites l'économie, c'est pas tout à fait ce mot-là que nous utilisons.
Je vais vous dire, c'est extrêmement difficile de parler parce que j'entends pas bien. Et je ne sais pas si je parle assez fort ou pas. Non, votre son va bien, c'est simplement que vous avez un peu du mal à entendre les questions. Oui, très dur. Bon. C'est la ligne téléphonique qui n'est pas très bonne en réalité. Hein. Bon. Pour prolonger un petit peu ce que vous dites, c'est pas sous l'angle d'une économie. On va pas dire ça comme ça. On va pas non plus se laisser accuser d'organiser une fuite de l'institution judiciaire, puisque ça remonte déjà à une quinzaine d'années. On disait que la médiation organisait une fuite. Non, pas du tout. Non, si vous voulez, des situations peuvent être dédramatisées, apaisées, pacifiées, on va dire même aussi parfois régulées dans le champ de la médiation familiale, avec le médiateur et son équipe et une participation très active, très responsable des parents. Et dans ce sens, quand il y a un accord qui s'établit entre les parents pour leur enfant, et que les choses sont dédramatisées, pacifiées, que la communication s'établit entre le père et la mère, que l'enfant trouve sa place, que chacun puisse se sentir, on va le dire comme les Canadiens, gagnant-gagnant. C'est la relation gagnant-gagnant. Pourquoi voulez-vous que le couple aille, le couple parental bien sûr, et l'enfant aille dans l'appareil judiciaire, puisque l'affaire est assainie et pacifiée. Donc dans ce sens, les réglementations permettent de le dire maintenant. Lorsqu'il y a une médiation familiale, on peut parler aussi d'une déjudiciarisation. Parce que, Agathe le dira sûrement, l'intervention des travailleurs sociaux est derrière du juge qui s'aligne sur ces rapports faits un peu rapidement par les travailleurs sociaux, de ce que l'on a compris, a des effets souvent qui sont délétères. Est-ce que vous partagez globalement ce point de vue ? Bien sûr, on l'a dénoncé dans le début des années 80. Les rapports établis par les travailleurs sociaux, les enquêteurs sociaux et même les experts, et donc établis et communiqués aux magistrats, n'élaboraient pas suffisamment de connaissances sur les familles pour pouvoir permettre aux magistrats de prendre des décisions acceptables pour tout le monde. Et ça, on l'a dénoncé pendant de nombreuses années. Maintenant, en médiation familiale, on ne parle plus de ça. Il n'est plus question de rapports, de tout un cortège de rapports et d'expertise. Justement, l'institution fait l'économie de tout ce matériel qui n'a pas véritablement prouvé toute son utilité. Si, bien sûr, l'expertise peut être redoutée, hein, mais elle s'impose lorsqu'il y a des sévices sur l'enfant. En médiation familiale, nous ne participons pas à la logique de sévices sur l'enfant. C'est-à-dire qu'il s'agit de parents qui ont des responsabilités et qui pensent l'avenir de leur enfant avec suffisante raison, on peut sortir du débat passionnel et puis arriver à poser des décisions sensées. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire des rapports et des exercices de style littéraire sur 15 pages pour expliquer aux magistrats que la situation des parents et des enfants s'est améliorée. Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà. Mais il y a aussi le fait que, il y a les rapports des médiations familiales, mais il y a aussi les rapports des enquêtes sociales et les rapports consécutifs aux lieux médiatisés. J'ai mal entendu, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez répéter la question ? Voilà. Non, je veux dire par là que les enquêtes sociales qui sont faites par les travailleurs sociaux et les rapports qui sont faits suite aux lieux médiatisés, ce sont des travailleurs sociaux qui interprètent des gestes, interprètent des attitudes, et ça, le juge en tient compte. Voilà. Et donc souvent c'est des... Ça, le dit et on le répète depuis 30 ans. SOS Enfants du divorce et d'autres associations en relais avec notre structure, qui est une structure idéologique, a déjà dénoncé les déviances en matière d'enquête et d'expertise. Seulement, justement, c'est pour ça qu'on a mis en place, avec quand même un mouvement très important, la médiation familiale. Le médiateur est dispensé de fournir un rapport. Et quand vous parlez de médiatisation, on n'est pas dans la médiation, là. Là, il y a confusion. Et seulement les juges ont les rapports des enquêtes sociales, ont les rapports suite aux lieux médiatisés. Et souvent, c'est n'importe quoi. Des gens qui n'ont pas des formations
pour faire ces rapports, pour interpréter l'attitude des parents avec les enfants et pas l'aptitude pour interpréter les actes des enfants. Je n'arrive pas à m'exprimer. Oui, c'est bien que vous le disiez, parce que c'est ce qui prévient les familles dans leur entrée dans l'appareil judiciaire. Exactement. C'est pour ça qu'il faut sortir de cette logique qui est d'aller voir l'avocat pour aller rencontrer un juge pour essayer de régler des différends dans la famille. Parce que on a pu s'en rendre compte quand on rentre dans des procédures aussi complexes que celles que vous évoquez, au bout du compte, plus personne n'y comprend rien. Alors, même les magistrats le disent, même certains magistrats le disent, pas tous. Donc on ne va pas se mettre à dos toute la magistrature qui a besoin parfois d'éléments de contrôle et d'expertise et d'enquête dans des situations extrêmement graves. Mais la majorité des situations de séparation, de rupture, peuvent s'engager dans autre chose que des procédures. C'est pour ça que nous proposons le processus de la médiation. Et d'ailleurs, la médiation de notre association ne reste pas sur elle-même. Il y a un travail de plus haut niveau sur la notion de médiation. Il y a eu notamment la 3e conférence européenne qui s'est tenue à Bourg-la-Reine, qui a été tenue par une de nos présidentes qui s'appelle Gabrielle Planès, de l'Association nationale des médiateurs à laquelle nous appartenons. Et c'est une conférence qui a traité de médiation et société civile. Alain, ce qui est intéressant de dire à l'heure actuelle, c'est quelle est la formation des gens qui interviennent dans votre association? Vous m'avez coupé. Je ne sais pas si ça ne passe bien ce que je disais. Je n'avais pas fini la phrase. Excusez-moi. Je parlais de médiation et société civile en Europe vers un nouvel état d'esprit. Excusez-moi. Lieu à la 3e conférence européenne qui s'est tenue à Bourg-la-Reine. Bon, c'était une conférence très importante qui faisait venir des personnes de tous les pays francophones. Et justement, il y a un comité scientifique au-dessus de tout ça. Quand vous parlez de la formation des médiateurs, Voilà. je voudrais dire que ça n'est pas une formation de petit niveau. Il a été dit qu'une formation de médiateur pouvait s'établir à partir de quelques stages dans des instituts, etc. En réalité, il y a quand même un point de départ qui est le diplôme d'État à la médiation familiale, qui s'acquiert actuellement en 2 ans. Mais ce sont 2 années de formation complémentaire sur des niveaux déjà assez solides. C'est-à-dire qu'il faut avoir une formation en psychologie ou en droit ou en sociologie, etc. Bon, de toute façon, si les instituts font bien leur travail, ils ne recrutent pas des petits niveaux, et le diplôme d'État est déjà par des gens qui ont quand même des connaissances assez fortes. Mais la médiation nécessite aussi des capacités, et pas seulement une technicité. Il y a aussi un état d'esprit dans la médiation. Il y a d'ailleurs un livre très très bien à conseiller, qui est L'esprit de la médiation, qui avait été écrit par Jacqueline Morino en 1996. On peut abréger, si vous voulez, ce livre-là en disant que c'est une étude de l'impact sur la santé aussi. Parce que lorsqu'il y a un conflit relationnel, lorsqu'il y a des difficultés qui émergent dans une famille, où les 2 parents ont des difficultés à se parler, où les enfants ne trouvent pas leur place, il y a de gros problèmes de santé qui se dégagent de tout ça. Et on a démontré que les traitements institutionnels judiciaires pouvaient préjudicier à la santé des personnes. On est en train de travailler au fait que la médiation familiale soit reconnue aussi au domaine de la santé publique. C'est ce qui permettra justement d'arrêter de se focaliser sur les errements de l'appareil judiciaire. Et je vais être précis. J'ai monté SOS Enfants du Divorce il y a 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on bûche là-dessus. Il faut arrêter de se focaliser sur les errements de l'appareil judiciaire. Il y a une co-création de solutions qui permet d'installer un autre niveau de traitement des situations familiales difficiles et un autre traitement des souffrances individuelles et des souffrances familiales et des souffrances de l'enfant. Il y a un autre niveau de traitement. On l'a compris, c'est en donnant la parole aux gens. Dans la médiation familiale, on a des horaires d'écoute qui sont extraordinaires. On peut écouter les parents pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. On sait faire, on a une équipe pour ça. On n'écoute pas les parents 5 minutes comme dans une audience. On n'écoute pas les parents un quart d'heure comme l'avocat. On a des temps d'écoute qui sont très très importants. Au niveau national, on avait fait une enquête là-dessus. Le temps moyen d'écoute
du médiateur avec son équipe est de 3 heures sur chaque situation. Par entretien, je précise. Vous imaginez le temps qu'on peut passer. Max, tu te souviens de le premier témoignage qu'on a eu, Valérie, qui disait que l'enquête sociale qu'il a accablée était faite par une AMP, aide médico-psychologique. Voilà, et c'est là-dessus que se basent les avocats. Mais oui, on le sait bien. Tout le débat contradictoire est basé sur des niveaux d'écriture qui sont, de toute façon, pas très talentueux. On a pu avoir des familles qui venaient avec des enquêtes sociales qui étaient bourrées de fautes d'orthographe, bourrées de fautes de syntaxe, bourrées d'erreurs géographiques même, et des noms des enfants qui sont des fois erronés. Ah, moi, je me souviens de mon enquête psychologique. Premièrement, la psychiatre, elle avait un nom, enfin, elle avait un accent guttural de l'Europe de l'Est. Elle comprenait pas les mots que je lui disais. Il fallait d'abord rétablir toutes les informations qu'elle avait sur son papier qui étaient complètement erronées. Oui. Et ça a duré 10 minutes. Après, elle m'a dit, oh là là, dramatique. Ça remonte trop loin dans votre enfance. C'est grave. Puis voilà, 10 minutes. Et c'est extraordinairement grave la façon dont l'appareil judiciaire a traité les familles et tout ce qui a été interprété en termes de conflit. Oui, bien sûr, l'appareil judiciaire est compétent en matière de conflit, de délit et de différends. Mais si on se met en place, comme on l'a proposé il y a déjà 20 ans, avec quelque chose d'autre, si vous voulez, que du traitement, c'est-à-dire en fait, la médiation, il y a quand même une fonction de charité qui est très importante, qui est d'ailleurs écrite dans beaucoup de documents. Il y a une notion de respect du mouvement et de la mouvance. Il y a un travail sur l'interdisciplinarité, la transversalité des informations. Si vous voulez, les points forts de la médiation, c'est de travailler sur la communication, le dialogue, la compréhension, l'altérité, beaucoup d'éléments qu'on ne va pas résumer comme ça. Bon, si on offre aux personnes du temps, de l'écoute, des appuis, du soutien, une équipe, nous ici on a une équipe pluridisciplinaire avec 5, 6, 7 personnes qui réfléchissent à une situation familiale, mais qui ne sont pas en train de se faire des rapports les uns les autres. On est dans la parole, on n'est pas dans les rapports. Si vous avez une famille en difficulté qui vient se confier ici, le temps qu'on va y passer désamorce, dédramatise, apaise. Bien sûr, tous les tableaux familiaux ne peuvent pas venir en médiation. Certains voudraient généraliser, certains voudraient imposer la médiation. Non, elle ne s'impose pas. La médiation, c'est un état d'esprit. On peut y avoir recours maintenant très facilement. Les structures de médiation se développent, se perfectionnent, s'améliorent. Il y a une déontologie qui met en place, si vous voulez, la profession qui va, on l'espère, calmer certaines originalités débordantes qui n'étaient pas les bonnes, comme par exemple le médiateur qui fait un rapport au juge, eh ben c'est pas du boulot. Le médiateur qui fait du point rencontre, c'est pas de la médiation. Le médiateur qui fait une enquête aussi, pourquoi pas, ben, c'est plus de la médiation, c'est une enquête. Donc en fait, ce qui fait l'originalité de la médiation familiale, et telle qu'on la propose, nous, à Parents Enfants Médiation, on essaye de tenir le coup, malgré des interprétations complexes qui nous bousculent tout le temps. La médiation, c'est tout le travail de réflexion axial que l'on peut faire pour le bien de l'enfant avec les parents et la famille. Je voulais vous demander une question. Est-ce que dans vos rencontres avec les familles, est-ce que vous filmez ces rencontres? On va respecter la confidentialité. Il nous est arrivé de faire des petites prises comme ça, mais vous savez, les parents sont très réservés là-dessus, et on n'a pas publié nos petits... Non, mais... Parce que, bon, moi, j'ai fait de la médiation familiale, et tous les entretiens étaient filmés. Oui. Nous, on pense que s'il y a une caméra ou un micro, d'ailleurs on a essayé, ça gêne. Ça bloque certaines personnes. Vous savez, on travaille beaucoup sur l'authentique, le simple, la facilité de communication. Dès que vous leur mettez un micro sous le nez ou une caméra, tout de suite, ça change les attitudes. Les facettes... Bon, alors il faudrait pratiquement monter un sketch, si vous voulez, et ça, on n'a jamais voulu le faire, on n'est pas cinéaste, on n'a pas ce boulot-là. On me l'a souvent demandé en 20 ans. Mais pourquoi vous ne faites pas un film? Bah, parce qu'on a essayé 2 ou 3 fois, tout gentiment, et puis ça change la nature des propos. Les gens ne savent plus s'ils doivent parler comme ils doivent parler, donc on n'est plus tout à fait dans la médiation, on est dans le théâtre. Donc c'est vrai que la médiation travaille vraiment sur les relations.
Nous sommes à nouveau en direct pour la deuxième partie de cette émission. Alors, moi je trouve que Santé à vendre, c'est un nom tout à fait adapté parce que on est vraiment sur des questions importantes de santé, mais c'est vrai que on prend la santé sous un angle tout à fait particulier. Mais j'étais tout à fait d'accord avec vous, Alain Boutier, avec l'association SOS Enfants du Divorce, sur cette idée que on est véritablement sur une prévention de graves problèmes de santé et mental et physique. Ça m'a beaucoup intéressé d'ailleurs, que vous le disiez. Vous êtes toujours avec nous ? Oui, bien sûr, oui, je vous entends un petit peu mieux que tout à l'heure. Oui. Je crois qu'il y avait aussi Benoît, parce qu'on est trois sur le plateau, qui tout à l'heure avait une réaction. Alors, ça m'embêtait de ne pas lui laisser la parole. Peut-être qu'il a des questions à vous poser. Ben, je veux bien, oui. Oui, bonsoir. Ce que je disais, si vous voulez, le traitement judiciaire de ce qui s'appelle les conflits familiaux engendre des frustrations absolument inouïes. Et ces degrés de frustration touchent pratiquement toutes les échelles de besoins de l'individu, de la personne humaine, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, que ce soit l'enfant. Ne serait-ce que les attentes qui découlent, si vous voulez, des durées de procédure et des attendus et des délibérés, etc. Mais même 15 jours d'attente pour une décision de justice, ça peut foutre quelqu'un en l'air. Et ça, on le dit depuis 30 ans. Alors donc, il est presque hors de question de continuer un traitement aussi désorganisateur de l'humain. Benoît. Voilà. Oui, bonsoir Alain. Bonsoir. Je suis très intéressé par ce que vous dites, d'autant plus que j'ai eu un petit parcours de psychothérapeute. Pardon ? J'ai eu un petit parcours de psychothérapeute après mes études de psychologie. Oui. Et donc, je voulais juste vous dire que en quoi je suis un peu hostile, mais par principe, à l'enregistrement, que ce soit vidéo ou audio. Oui. Je suis opposé à ce principe parce que chacun, dans un événement particulier ou dans une rencontre, garde une mémoire tout à fait individualisée des événements. Oui. Et le fait de revoir une diffusion ou de réentendre des messages modifie cette perception. Voilà. C'est-à-dire que quand il y a restitution a posteriori d'une réunion, les gens peuvent se sentir violentés dans leur propre mémoire. Je sais pas. Exactement. Voilà. Et c'est pour ça il y a que un point aussi important. Vous savez, les personnes sont très souvent dans une relation de culpabilisation. Exactement. Et si on ressort cet incident de culpabilisation qui peut se trouver dans les discours, soit en oratoire, soit même en infraverbal, par les attitudes et les mimiques, bien sûr. On peut faire renaître une étrange douleur après coup. Absolument. Et je crois que chacun a le droit, en être singulier, à l'oubli. C'est-à-dire sa mémoire ne doit pas être enregistrée, stockée et formatée par des schémas qui sont, à mon avis, pas souvent utiles, à la restitution. Le dialogue, c'est quelque chose de présent, et on a le droit aussi à oublier le dialogue. Et ça, c'est chacun qui le voit pour soi. Oui, c'est-à-dire à rendre le dialogue fructueux. Voilà. On le dit comme ça. De manière à sortir des ornières qui sont assez souvent la rancune. On n'aura pas parlé de la haine, mais bon, il arrive qu'il y ait de la haine, sous-jacente ou apparente. Mais la rancune, les rancœurs, les choses que les personnes n'ont pas réussi à se dire en un temps voulu, etc., et qui vont sortir en médiation, bon, on essaye de faire de ces échanges des échanges fructueux. C'est-à-dire que les choses sont dites, elles sont posées, elles sont claires, on ferme les portes ensuite. On a d'ailleurs une petite image. Le processus de médiation, qui n'est pas un processus standard, parce qu'il est au cas par cas. Si vous voulez, le médiateur est normalement responsable du processus qu'il engage avec les parents, on ne va pas dire les parties. Bien sûr. Et ce processus peut changer en cours de route. Il s'adapte au cas par cas. Et on a une image. Le processus, c'est comme un couloir qu'on traverse. On ouvre des portes, on visite ce qu'il y a à l'intérieur des pièces, à droite, à gauche, et on referme les portes. Et on ne revient pas en arrière. Bien sûr, bien sûr.
Et je crois aussi que l'enrichissement individuel de chaque séquence de dialogue fait que l'être n'est plus le même. À la réunion suivante, il s'est passé autre chose, donc la rencontre est encore différente. C'est-à-dire, il a marché dans le couloir et il a vu d'autres portes. Donc il a évolué. Et pour moi, ce qui est important, c'est que l'enfant, il soit aussi partie prenante dans cette évolution. C'est-à-dire que vous, en tant que médiateur, comment vous dialoguez avec l'enfant sans dévoiler les secrets des parents? La question de la place de l'enfant se pose. Je ne veux pas répondre trop vite à la question. Non, elle est complexe. Tous les médiateurs ne sont pas d'accord entre eux là-dessus. Bon, nous, on a quand même, je vous dis bien, 30 ans d'exercice associatif et donc 20 ans dans notre centre parents-enfants médiation. Oui. Et l'enfant a toujours eu sa place. Mais quelle place? La place première que l'on donne à l'enfant, c'est être dans la communication avec ses parents. Donc, pour nous, ce sont les parents qui sont les premiers porteurs de sens dans la communication qu'ils ont avec lui et entre eux. Donc, le médiateur, c'est pas une conclusion, le médiateur n'a pas un rôle d'immixtion dans la parentalité. Il faut peut-être que des médiateurs se posent la question, est-ce qu'on doit s'immiscer dans la parentalité et parler à la place d'eux? Oui. Moi, je vais dire, avec la pratique que j'ai, je dirais certainement pas. Il appartient aux parents d'apprendre, de savoir comment converser avec leur enfant, de s'échanger du sens avec l'enfant. Et c'est peut-être ce travail qui se fait le mieux avec les parents qui viennent à tour de rôle ou qui viennent ensemble. Comment parler avec leur enfant? Comment désamorcer les craintes? Comment désamorcer les peurs? Comment redonner confiance? Comment revaloriser? Comment dire à l'enfant qu'on l'aime toujours? Comment peut-être même se focaliser un petit peu sur l'enfant, parce que c'est la personnalité la plus fragile dans un couple qui se sépare. Et les parents ont l'impression que leur enfant est solide. On entend souvent dire les enfants sont solides. Ah, croyez-moi, ça fait longtemps que notre association SOS Enfants du Divorce souffre d'entendre dire que les enfants sont solides. C'est pas vrai. Les adultes sont beaucoup plus accomplis pour supporter des ruptures, pour supporter des chaînes de modifications dans leur existence. Un enfant qui change de classe, il est déjà tout bousculé, il faut le réadapter. Un enfant qui change de domicile, mais aussi ça change tous ses rêves. Ça peut mettre des cauchemars, et puis vous avez des enfants qui somatisent. Il ne faut pas dire que les enfants sont solides, c'est pas vrai. Bien sûr. Donc, c'est aux parents d'être porteurs de l'espérance de santé de leur enfant. Et donc, nous centrons tous nos efforts sur le couple parental. Comment peut-il se constituer pour l'enfant, pour son bien-être, et on va le dire aussi au regard de l'institution, dans son intérêt. Bien sûr. Alors, tout à l'heure, vous avez dit un petit mot que j'ai relevé au passage. Vous avez dit que c'était une association idéologique. SOS Enfants du Divorce, oui. C'est un mouvement idéologique. Un mouvement idéologique. Alors, comment... Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes à la naissance d'une phrase école qui est le maintien du couple parental pour l'enfant, au-delà même de la rupture du couple conjugal, qui est une phrase entière qui se donne maintenant dans les formations, à tous les niveaux, universitaires, dans les instituts de médiation, etc. C'est le maintien du couple parental pour l'enfant, au-delà même de la rupture du couple conjugal, qui est une phrase que notre association SOS Enfants du Divorce avait mis en ligne et en route, je crois en 84 ou 85, après ces 2, 3, 4 premières années de démarrage, et à l'appui d'un dossier qui questionnait l'enfant a-t-il droit à ses deux parents. C'était juste avant la loi Malhuret. Oui. Mais c'est une phrase qui s'est institutionnalisée. On parlera d'une phrase école. Bien sûr. On parlera même d'un postulat. Elle est tout à fait intéressante, mais est-ce que vous n'avez pas rencontré des enfants qui sont capables de vous dire qu'ils ont plusieurs parents? C'est-à-dire ils ont des parents, donc le couple qui les a hébergés quand ils étaient jeunes, qui les a fait naître et tout, et puis d'autres parents. Est-ce que ça vous est arrivé déjà? Parce que finalement, si c'est l'enfant qui compte en plus, peut-être que cette idéologie ne s'adapte pas à tous les enfants. Mais c'est-à-dire qu'en fait, le parental ne fait pas abstraction de la coparenté. Pour nous, c'était la coparenté. C'est-à-dire ce qui accompagne chacun des deux parents, en termes de coparents. Alors, il y a peut-être des glissements sémantiques.
Nous parlions du couple parental. C'est celui que se dessine l'enfant à partir de sa structuration. Bien sûr. Et la coparenté, c'est pas forcément les deux parents. Ça peut être les deux parents et les personnes qui s'adjoignent à chacun des deux parents. Donc il y a peut-être un glissement sémantique quand on entend parler du maintien de la coparenté. Ça voudrait dire qu'on maintient le parâtre, entre guillemets, et la marâtre? Je ne sais pas. Pour nous, c'est le couple parental, c'est initial. Oui, c'est l'enfant. C'est un phénomène de coparenté, ça peut être un phénomène de coparenté élargi. Oui. Et il est vrai que des enfants nous ont dit, j'ai ma maman, j'ai mon papa, il y a l'ami ou le conjoint de ma maman, l'ami ou la conjointe de mon papa. Oui, ce qui crée leur environnement sécurisant. Oui, un environnement d'adultes, voilà. Qui s'entendent, qui se battent pas, qui se chipotent pas, qui se font pas la guerre. Oui. Voilà. Et Alain, je voulais, on s'est rencontrés à Montpellier lors de la réunion pour Anna. Oui. Et son projet de coparentalité, voilà, tu peux nous en parler? Mais si vous voulez, je ne veux pas parler à la place de Anna. Mais d'emblée, nous avions pensé que l'énoncé manquait d'une certaine précision terminologique. Et en suivant cette marche, nous nous apercevons qu'il y a une évolution du discours et que des choses se disent de plus en plus clairement, qui nous rassure un petit peu. Tout au début, il me semble qu'il y avait quelques amalgames, qui naissent d'ailleurs très souvent ici, quand on entend des parents qui sont dans de très grandes souffrances, de très grandes pertes de relations avec leur enfant, avec des éléments rajoutés qui sont justement le maltraitement institutionnel dont vous avez parlé tout à l'heure, des enquêtes qui ont dit n'importe quoi, des points rencontres ou de médiatisation qui ont plus accentué la rupture qu'amélioré les choses, enfin, des pertes de communication. Donc, le début, si vous voulez, nous paraissait très très fort, mais alimenté par un discours qui n'était pas très précis. Vous savez, en médiation, on a une recherche terminologique, des analyses sémantiques, neurosémantiques, continuelles. On focalise véritablement sur la notion de science en matière de médiation. C'est devenu une discipline. Il y a des instituts de recherche. Nous-mêmes, nous sommes unités de recherche près des universités, notamment Paul Valéry. Donc on ne peut pas dire n'importe quoi de la médiation. On ne peut pas dire imposer la médiation. On ne peut pas dire pratiquer la médiation obligatoire. Ça ne veut rien dire du tout, ça. Ça pourrait organiser d'autres souffrances. On ne peut pas dire ordonner la médiation non plus. Il y a des magistrats qui sont plus prudents. Ils évoquent, ils indiquent. Oui, parce que c'est les parents. Il y a le quand... travail de l'avocature. Une certaine branche de l'avocature, manifestement, participe à l'évolution de la médiation familiale. Et cette branche de l'avocature est en train de mettre en place ce qu'on appelle la procédure participative. C'est d'un niveau qui n'est pas facile à expliquer comme ça, je ne vais pas le mettre au micro. Mais il y a des syndicats professionnels qui parlent de la procédure participative, qui peut être en lien avec la médiation. La question, c'est de savoir si la médiation familiale va être avant ou après la procédure participative. C'est un débat professionnel. Mais il y a aussi des avocats qui sont dans le scrupule du contradictoire, qui vantent les mérites de la décision du juge et qui alimentent le débat contradictoire avec les différences de rapport entre les personnes. Donc là, on ne peut pas être d'accord. Ces avocats-là, à notre avis, il faudrait qu'ils se sortent de ce qu'ils appellent la défense des droits de l'homme, parce qu'ils ne défendent pas les droits de l'homme. Mais paraît-il que le contradictoire. 40% du chiffre d'affaires des avocats sont issus des conflits familiaux. Mais vous savez bien qu'en 2007, tout notre mouvement de la médiation familiale et de soutien à la parentalité a provoqué la plus grosse grève des avocats qui ait jamais existé en France. Il y avait des émissions sur toutes les ondes radio, France Inter, etc., dans lesquelles on entendait les avocats injurier les parents qui téléphonaient. Quand les gens disaient « mais la procédure de divorce m'a trimballé pendant 5 ans et ça n'a rien donné », les avocats disaient « c'est parce que vous avez mal supporté votre divorce ». La culpabilité. C'est formidable. Alors bon, ils ont tout effacé, ils n'ont pas recommencé leur grève. À Agen, ils ont arrêté la grève. Mais souvenez-vous de Carpentras, où des avocats manifestaient dans le tribunal. Souvenons-nous de Montpellier, où des avocats tambourinaient à la porte en disant « et nous, et nous, et nous ». Et puis maintenant, si vous voulez, il y a un projet de loi qui a été mis en place par Madame Alliot-Marie, qui date de mars 2010, qui mettrait la médiation familiale à une bonne place. Comment réagissent le Conseil national du barreau?
et réagissent en mettant un bloquant. C'est-à-dire qu'ils iraient dire que le recours à la médiation familiale, c'est une impasse au droit, parce que ça empêcherait d'aller voir le juge. Alors qu'il y a même des magistrats qui disent, il vaut mieux aller en médiation familiale avant, en amont. Ça peut désamorcer une procédure. Pour l'intérêt de l'enfant. Dans l'intérêt de l'enfant, bien sûr, toujours. On aura tous entré dans l'intérêt de l'enfant. Alors si des magistrats disent il vaut mieux aller en médiation avant, d'autres vont dire oui, mais il faut quand même qu'on contrôle un peu les choses et la médiation peut être ordonnée par le magistrat ou non. Ça dépend du niveau du conflit. Si le juge est saisi avant la médiation ou après être passé en médiation, mais voilà certains avocats qui disent ah non, 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 il faut d'abord aller voir le juge. Mais nous sommes tous, en tant que médiateurs, là pour dire vous pouvez venir voir la médiation avant d'aller voir un avocat. Jocelyne Dahan, à la mairie de Paris, il y a déjà 20 ans, le disait sur les ondes. Venez voir un médiateur avant d'aller voir un avocat. Il faut le répéter, et le répéter encore. Il faut organiser, quelque part, le réflexe médiation, le réflexe médiateur. Mais là, il y a quelque chose d'important à dire. Tous les médiateurs ne sont pas des médiateurs. Bien sûr. Il y a des niveaux chez les médiateurs, des niveaux très différents les uns des autres. Ici, on est unité de recherche, ce qui veut dire que les niveaux d'acquisition dans notre structure ne sont pas les plus mauvais, puisque nous sommes formateurs, maîtres de stage, au niveau du diplôme d'État. Maintenant, demain, il y aura probablement des médiateurs mieux que nous, plus forts que nous, qui auront des formations beaucoup plus accomplies, je n'en doute pas. Nous avons lancé la médiation, et nous ne sommes pas les génies de la médiation, parce que la médiation n'est pas une panacée universelle, c'est pas non plus un coup de baguette magique, c'est un énorme travail. C'est un énorme travail. Une médiation, ça ne se fait pas en 5 minutes. On a déjà une idée du processus moyen, qui est recevoir les parents l'un, l'autre, séparément ou ensemble. Ça organise à peu près une vingtaine d'entretiens. La moyenne, c'est 12 à 15. Des entretiens qui sont de 2 à 3 heures avec les parents, la famille, qui peuvent impliquer l'enfant, on l'a dit tout à l'heure. Et ça ne s'arrête pas là non plus, puisque la médiation, elle est rejoignable à tout moment, quel que soit le petit détail à régler, la difficulté de communication, un courrier qui n'est pas arrivé, un coup de téléphone qui n'est pas passé, un abonnement qui a sauté. On est dans des petits détails des fois. Après avoir reçu une famille pendant 6 mois ou 1 an, eh bien, on connaît cette famille, elle peut venir nous voir, on est une association avec beaucoup d'éléments sympathiques. D'ailleurs, c'est le bouche à oreille qui amène le plus de gens à la médiation. C'est le bouche à oreille. Oui, et justement... On peut vouloir être cassé par des gens qui engendrent de la procédure. Ça, on ne le dira jamais assez. Alors justement, à propos du bouche à oreille, comme nous sommes sur Radio Galère, quelles seraient les recommandations que vous feriez à nos auditeurs qui ont des problèmes entre eux avec les enfants? Quelles seraient vos premières recommandations ici sur Marseille? Sur Marseille, il est évident que si je viens sur Marseille pour dire par la radio attention, n'allez pas là ou n'allez pas là, je risque fort de me retrouver avec des boulets de canon. Bien sûr. Parce que je ne sais pas trop ce qui se passe sur Marseille, sur la cité de Marseille. En matière de médiation, j'ai quelques idées, mais je n'ai pas les détails. Vous les gardez pour vous. Bon. Alors je vous signale à tous... Des fichiers nationaux. Il y a quand même des recommandations maintenant qui sont données dans les mairies et les préfectures. Il y a aussi des listes de médiateurs à disposition des publics qui sont données par le greffe des affaires familiales. Et il y a des annuaires spécifiques. Vous pouvez par exemple indiquer un annuaire qui est quand même sérieux, qui est l'annuaire des centres, l'annuaire français des centres de médiation. Je peux vous donner son adresse internet si vous voulez. Oui, volontiers. Oui, attendez. Alors, je vous signale à tous que, vu la qualité de l'émission que nous sommes en train de faire, nous allons la préparer pour la proposer au fond des programmes des radios associatives de toute la France. Et il est probable que l'émission soit rediffusée dans d'autres radios associatives ailleurs qu'à Marseille. Hein. Je vous le dis parce que je pense véritablement que le contenu de nos échanges le mérite. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont téléphoné depuis quelques semaines se sont bien aperçus que c'était la seule émission dans les médias qui traitait de cette question. Hein. Donc je crois qu'il y a vraiment matière à essayer de pousser un peu la diffusion.
Mais la semaine prochaine, c'est Sandrine Porcher, qui est magistrat, qui est psychologue et qui est magistrate et qui défend les enfants. Oui. Qui interviendra. Alors, Il y a une fédération qui s'appelle la FNCM, qui est favorable à l'indépendance des médiateurs. C'est une structure qui permet justement un filtrage des qualités des médiateurs. Il y avait un article dans le journal La Croix le 9 mars 2008, qui était un article très intéressant. Vous avez l'annuaire, la diffusion de l'annuaire général, qui s'appelle, il est trouvable sur notre site, c'est l'annuaire de la FNCM. La FNCM, c'est la Fédération nationale des centres de médiation, qui est édité par 12 Place Dauphine, 75001 Paris. Il y a l'annuaire de la Fédération nationale des centres de médiation, qui est chapeauté par l'ANM. Il y a la structure APMF, qui est l'association de la promotion de la médiation familiale. Il y a la FENAMEF, la Fédération nationale des associations de médiation familiale. Mais je vous dis bien, il y a aussi les listes distribuées par les greffes, les listes habilitées dans les préfectures et les mairies. Voilà. Si les personnes font un recoupement sur le médiateur qu'ils essayent de trouver, en général, quand un médiateur se retrouve sur plusieurs annuaires, c'est qu'il commence à être sérieux. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. d'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse de votre site internet? Oui. Il est facile à trouver. Vous mettez PEM médiation ou PEM médiation familiale. Petit P, petit E, petit M, médiation. Et il y a tous les liens qui se posent à partir de là. Parfait. Vous le trouvez facilement sur Google en frappant PEM médiation. PEM médiation familiale. Voilà, donc c'est médiation-familiale.com. C'est ça. Merci beaucoup. Voilà, parce que notre association élargit son activité depuis 2007. Elle est répertoriée en tant que médiation familiale, sociétale et culturelle. D'accord. Cela dit, parce qu'au niveau de la médiation familiale, nous ne prenons pratiquement rien économiquement aux familles, si ce n'est une petite cotisation à l'année, qui est un forfait qui n'est pas obligatoire, qui se mesure en fonction des possibilités des personnes, et qui est un maximum de 370 € à l'année. Donc c'est vraiment en dessous de tous les coûts de procédure. La cotisation à la vie associative à l'année nous permet de faire fonctionner notre structure. La médiation sociétale, c'est autre chose. C'est un travail qui peut se faire aussi avec les entreprises, les médiations en lien avec la médiation d'entreprise et les problématiques qui se retrouvent entre les entreprises et les gestions administratives. Là, nous demandons aux entreprises de bien vouloir participer à l'association aussi. On n'en a pas encore beaucoup, mais on a quelques dossiers en cours actuellement, notamment un restaurateur qui avait eu des ennuis, une société de distribution qui s'était trouvée piégée et qui avait besoin de nos appuis de négociation. Et la médiation culturelle, là c'est un service totalement gracieux, mais qui nous apporte un élan de fraîcheur qui est étonnant. C'est tout ce qui est la création artistique et la composition en matière de créativité artisanale. C'est-à-dire que c'est un domaine qui a sensibilisé certaines personnes chez nous et qui nous permet un développement de la médiation familiale dans beaucoup d'autres secteurs. En ce moment, par exemple, d'épauler un pianiste chef de chant qui fait un opéra et qui va le produire sur l'Opéra de Paris, donc c'est pas rien. Hein. Je ne ferai pas sa publicité directement, ça se verra rapidement. Alors, et puis nous avons un travail de concertation avec un groupe qui est rattaché à notre association, qui s'appelle le Comité parental de réflexion sur la médiation familiale et la justice familiale. Et là, c'est une consultation totalement gratuite, puisque le CPR, le Comité parental de réflexion, ne recrute que des gens de très très haut niveau, des sociologues, des gens qui ont fait Sciences Po, qui ont des bagages, qui sont enseignants, par exemple. On a une enseignante qui est CAPES agrégée. Bon, ce sont des gens qui ont de la matière et qui nous permettent d'articuler. Les familles n'ont vraiment pas grand-chose à donner à notre association pour être épaulées, si ce n'est la cotisation maximum. Et on a toujours fonctionné comme ça. Il y a une quinzaine d'années, la cotisation était à 500 francs, puisqu'on était en francs. Bon, on a un petit peu évolué, évidemment,
on s'en sortirait pas à moins de 100, 150, 200 euros par an par famille. Donc on a fixé le maximum à 370 euros, 370 euros, on peut le dire. Et il y en a beaucoup qui nous demandent comment on fait pour fonctionner. Eh bien, notre association, ça fait 20 ans qu'elle existe. Voilà. Ah, vous fonctionnez un petit peu comme Radio Galère. Voilà, on doit vraiment rendre l'antenne car il est 8 heures. Je dois remercier Agathe. Moi, je remercie Alain. Voilà. Ouais, je vous remercie. Eh bien, remercions-nous tous, ainsi que Benoît. Merci. Merci Benoît. Bonsoir, Alain. Et mon site, c'est Parents disqualifiés, enfants placés. Il y a Oui. aussi le site de Séverine, les abus des services sociaux. Et Si vous pouvez m'adresser les adresses e-mail de façon que nous fassions des liens partenaires. Voilà. Merci. D'accord. Merci. Merci à tous. Au revoir. Bonne Non. soirée. Au revoir. Merci beaucoup.